Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs, c'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou Google Podcasts. Merci. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. En ce début d'année, j'avais envie de vous faire connaître une petite famille qui est partie à l'aventure pendant 14 mois dans un vieux camion de pompiers aménagé sur les pistes d'Amérique du Sud. Vous pouvez les suivre sur le site coccinatus.com et voir de superbes paysages de nature. Pour commencer, il y a Céline et Dominique, les deux adultes de cette famille recomposée, puis Camille et Louis, les deux enfants de 16 et 8 ans. En décembre 2018, ils sont partis à bord de leur camion sans autre but que d'être ravis par les paysages qu'ils allaient rencontrer. Mais en écoutant Dominique et Camille, j'ai vite compris que le voyage leur avait fait aussi vivre une expérience très intérieure, très belle, très simple et peut-être très rare, celle de la liberté en famille. Écoutez-les parler de leur histoire, jusqu'à ce que Camille tombe malade, gravement, touchée par une leucémie. Aux splendides déserts d'altitude ont alors succédé des déserts d'angoisse, jusqu'au rapatriement, en France. Camille reçoit actuellement tous les soins dont elle a besoin pour repartir bientôt vers d'autres horizons sauvages. Mais peut-on vraiment être libre en famille ? C'est la question de la semaine pour bien commencer cette nouvelle année. Écoutez les réponses de Dominique et Camille, mais pour commencer, ils m'ont parlé de ce que toute leur vie, ils ont toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à rester libre. Rester libre. Oui, je pense que c'est ça qui était le plus important, je pense, et qui restait toujours le plus important et qui est une valeur sacrée. Est-ce que c'est la liberté qui t'a amené à cette idée du voyage ? Ah oui, en tout cas, le sentiment qu'on a quand on prend la route, c'est que tout peut arriver. C'est le contraire de la routine ou d'une assurance que les choses vont bien se passer dans un certain confort, peut-être, mais en même temps, voilà, c'est un autre plaisir, un autre but recherché. Camille, du haut de tes 16 ans, si tu dois continuer cette phrase, qu'est-ce que tu dirais ? Toute ma vie, j'ai toujours cherché à être heureuse avec les gens qui m'entourent et être fière de ce que je fais. On va parler des gens qui sont autour de toi, qui sont autour de vous. Justement, on va commencer par parler de la famille que vous êtes. Alors, il y a Céline, il y a Camille, c'est ta maman, c'est ta femme, Dominique. Il y a toi, Dominique. Il y a toi, Camille, qui a 16 ans. Et puis, il y a ton frère Louis, qui avait 8 ans. On commence par toi, Camille. S'il fallait décrire Céline, ta maman, en une phrase pour qu'on la connaisse un peu mieux, avant de rentrer dans votre histoire de voyage. Elle est joyeuse et elle aime les personnes qui l'entourent et elle le montre tous les jours. Et Dominique ? Il est drôle, fou et on s'amuse tout le temps avec lui. Il nous fait tout le temps rire. Alors Dominique, si tu devais dire en une phrase qui est ta femme, Céline, qu'est-ce que tu dirais ? Juste une précision, la famille ne s'arrête pas là. Il y a aussi il y a 3 enfants. Céline avait 3 enfants, a 3 enfants. Il y a Clément, mais Clément, quand on est parti en voyage, il avait 18 ans. Il avait commencé un travail, etc. Et puis, il était très indépendant. Il avait quitté la maison juste quelques mois auparavant. Il voulait vivre sa vie. Et donc, voilà, Clément est aussi parti de la famille, mais il n'est pas venu en voyage avec nous. Et donc, Céline, si je devais la décrire, extrêmement pure, je dirais, être extrêmement enthousiaste et rayonnante. Voilà. Camille, comment décrire ton petit frère Louis, 8 ans ? Il fait certaines bêtises et sinon, il est joyeux et on s'amuse bien avec lui. Bon. Il est un peu mauvais tricheur, aussi mauvais perdant. Et Dominique, comment est-ce que tu décrirais Camille qui est à côté de toi ? Pleine de vie, Camille. Pleine de vie. Et on s'amuse énormément. Et donc, elle a beaucoup des qualités de sa mère et voilà, on s'amuse énormément. Avant de partir, Dominique, qu'est-ce que vous faisiez professionnellement, toi et Céline ? Céline travaillait à Genève en tant que fleuriste et moi, je travaillais également à Genève
Je partageais mon temps entre une école d'art et je travaillais également en tant qu'indépendant dans le domaine du son, dans la technique du son. Juste une correction, maman, elle était indépendante à la fin. Elle Oui, faisait c'est le vrai. marché. Elle avait commencé depuis un moment déjà à faire de la couture, à faire du crochet, à vendre ses créations. Alors Dominique, Céline, vous êtes deux personnes très créatives. Quand est-ce que l'idée de partir en voyage naît dans votre esprit? Ça commence comment? On a commencé avec Céline par acheter un vieux corbillard. On a acheté très bon marché, il avait le moteur pourri, donc on a dû tout refaire. On a commencé à prendre plaisir à déjà aménager un véhicule. On avait super bien aménagé ce véhicule. Et on venait d'acheter une maison qu'on adorait, vraiment qui était absolument géniale. Et on n'en a pas vraiment profité parce qu'on était toujours en train de bouger, l'envie de se balader. Donc, c'était dans l'air, voilà, on avait toujours envie de bouger. Bon, ça, c'est quelque chose que tu as en toi ou pas. Mais entre l'envie de bouger et l'envie de partir pour un voyage sur un autre continent, il y a quand même une différence. Quel a été le déclic qui a fait que vous avez commencé à imaginer un voyage avec cette dimension, cette grande dimension? L'idée, c'est plus de laisser les choses venir. C'est-à-dire, on a discuté et puis c'est vrai que moi, je parlais peut-être souvent d'Amérique du Sud, peut-être. Ouais. Et puis, Céline, les enfants ne connaissaient pas, avaient pas eu. Moi, j'avais eu la chance d'y aller quelques fois. Et je leur ai dit, je vous emmènerai. Et puis, Jean, c'est chiche, ok. Et c'est vrai, quand on dit ok, souvent, nous, on le fait. Et moi aussi, quand je dis les choses, normalement, je les fais. Sans préméditation, sans plan de quoi que ce soit, on a commencé à mettre les pièces en place et voir ce qui joue pas, en fin de compte. C'était pas, on ne s'est pas fixé un calendrier. Moi, je travaillais, j'étais en plein dans le boulot, Céline était en plein dans ses créations. Et en même temps, on a commencé à poser des pions. On avait commencé par acheter un camping-car en se disant, avec lui, on pourrait partir. On s'imaginait partir en Amérique du Sud, faire un long voyage en famille. On a fait pas mal de routes avec ce camping-car. On s'est aperçu qu'en fin de compte, il avait ses limites aussi. Et c'était en termes de off-road, de 4x4. Voilà. On s'est mis en quête d'acheter un camion. Et puis, en cherchant en fin de compte le camion, le projet s'est étoffé en fin de compte. Parce que tout en cherchant le camion, on regardait les cartes en Amérique du Sud. On s'est mis dans un projet en fin de compte qui n'avait aucun autre que structure, fondement et même pas les fonds, hein, l'argent pour le faire du tout. Jusque l'idée et puis tu établis d'abord un rêve qui devient ta structure, cette structure, en fin de compte, est totalement, c'est rien d'autre que des idées qui se mettent en place, qui après prennent forme, le camion par exemple. Camille, est-ce que tu te souviens de la première fois que Dominique et Céline t'ont parlé de ce projet? Bah, dans les discussions, on parlait un peu tous ensemble, donc on était un peu tous présents dans les discussions, même Louis. Et c'est venu un peu collectivement, en fait, je veux dire. On a eu tous un peu l'envie de monter ce projet, et puis c'est venu un peu de tous. Et l'idée, c'était de partir pour ne plus jamais revenir, ou quand même il y avait l'idée qu'un jour ou l'autre, vous rentreriez en Europe ou en France ou en Suisse? Le moment où on achète le camion, on n'a pas d'idée, on n'a pas de plan. Avec le camion, on commence à bâtir. Tout était recevable. D'ailleurs, à partir du moment où on a commencé à construire, à mettre en fin de compte, à construire ce projet, il n'y avait de nouveau pas de finalité, pas de plan établi. On ne savait pas si on allait revenir, même quand on est parti et quand on s'est retrouvé là-bas, même encore là-bas. Plusieurs fois, en visitant les pays, on s'imaginait y rester. Il y a plusieurs pays, on s'est imaginé y rester. Tout a toujours été possible. Au jour le jour. Au jour le jour. Quelles ont été les réactions de la famille et puis des amis autour de vous par rapport à l'idée de vous voir partir? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au début, ils ont un peu fait la tête parce que papy et mamie voulaient nous garder à leur côté et qu'on passe du temps ensemble et tout ça. Mais après, plus ils nous voyaient partant et ils ont commencé à se mettre de notre côté et nous dire que c'était une bonne idée et de nous encourager. Il faut préciser qu'on se gardait bien de dire qu'on n'avait pas de plan. On disait qu'on allait partir quelques mois, etc. Moi, je n'avais pas de famille, donc
J'avais rien, moi. J'avais pas aucune string attach, rien à part le travail. Céline avait sa famille et c'est vrai que la famille, c'est une famille extraordinaire où ils sont très proches. Elle a beaucoup de chance. Le père des enfants est décédé, mais Céline a été énormément soutenue par toute sa famille qui était très proche. Donc, c'est vrai que ça a été un choc pour les parents. Parlons d'argent avant de partir. Comment est-ce que vous avez financé tout ce voyage pendant tous ces mois de l'autre côté de l'Atlantique? C'est très simple. On n'avait pas du tout le budget. On avait le budget pour acheter le camion, qui était un camion qu'on a acheté, un camion de pompier qu'on a acheté très bon marché, 12 000 $. Et après, on comptait sur la vente de la maison. Et donc, on comptait bien vendre la maison et vivre dessus, chose qu'on a fait. Ce camion, Dominique, comment est-ce qu'il est aménagé pour que puisse vivre une petite famille avec 2 adultes, 2 enfants, plus tard un chien? Comment c'est aménagé pour que ce soit possible de ne pas se sentir les uns trop sur les autres? Le camion, il s'est construit aussi de manière un peu empirique, c'est-à-dire qu'on avait imaginé toutes sortes de… C'est la maison escargot, évidemment. On achète un camion, mais il est vide. C'est-à-dire qu'on a pris un double cabine, ce qui était sympa, ce qui fait que tout le monde était à l'avant avec le conducteur. Ça donnait un grand espace à vivre pour la conduite. Mais après, il y a tout le côté habitable. On a imaginé les enfants sur la capucine. On a séparé la capucine en deux. Ils dormaient dans la longueur. On a créé une salle de bain, un système autonome photovoltaïque, des cuves à eau, voilà, salle de bain, WC, douche. Ce qu'on a rajouté, c'est une tente de toit pour nous, les adultes, au-dessus du camion, une structure qui se dépliait et qui nous permet d'avoir notre chambre sur le toit, en penthouse. C'était très chouette. Alors ça, c'est pour les préparatifs, mais en décembre 2018, vous envoyez par bateau Babou, le camion, le joli camion de pompiers tout rouge, vous l'envoyez à Montevideo. Dominique, parle-moi de la manière dont vous êtes arrivé à Montevideo et surtout comment vous avez réceptionné le camion, parce que c'est là que le voyage commence vraiment. Vraiment. L'idée de ce voyage s'était construit avec ce camion. C'est le véhicule qui me permettait la liberté de rouler, de voyager. Pour que le voyage commence, le camion devait être là et nous dedans. Alors, vous récupérez le camion, vous récupérez Babou du port et vous partez. Et je vais vous demander à tous les deux vos premières impressions de la première journée où vous commencez ce voyage dans le camion. Camille, tu te souviens de la première journée, des premières heures, des premiers moments? Moi, mes premiers moments, j'ai éclaté de joie, j'étais trop heureuse. Et c'était une nouvelle aventure qui commençait. Et puis les paysages, à chaque instant, on découvrait de nouveaux paysages et c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas comment expliquer. On sentait de découvrir le monde en fait. On a tout de suite longé l'océan et on a fait quelques kilomètres et à la fin de la journée, on s'est posé au bord d'une plage. C'était vraiment trop top. Et toi, Dominique, les premiers moments où j'imagine, tu prends le volant et là, tu ressens quoi? C'est la liberté. C'est waouh, tout est possible. Tu n'as pas d'amarre, tu n'as rien. On y va, il n'y a rien, il y a pas de. C'est dans l'action en fin de compte. Tu es juste dans ce mouvement qui t'amène tu ne sais pas où, puisqu'on n'avait pas de plan, honnêtement. On savait qu'on allait improviser tout au long du voyage, chose qu'on a fait. Il y a autre chose que le sentiment individuel de la liberté. Il y a le sentiment partagé, d'être en famille et de partager cette grande émotion. C'est vrai que le sentiment de liberté, c'est quelque chose qui est facile à ressentir tout seul, encore, etc. Mais c'est vrai que la liberté en famille, c'est assez extraordinaire. C'est complètement dingue même, parce qu'en fin de compte, tu es libre à plusieurs. Disons que l'histoire de la famille, ça pourrait être d'ailleurs un frein pour quiconque veut créer une famille, c'est de se dire, ça l'a été longtemps pour moi pour tout dire, c'est comment rester libre en famille. Et là, c'était rester libre en famille, c'était être libre en famille. Camille, un petit mot sur comment ton petit frère Louis, il a réagi? Moi, je le voyais heureux et on partageait tous ce moment tous Oui. ensemble et on était tous heureux, on profitait.
Vous n'aviez pas d'itinéraire préétabli, vous improvisiez tous les jours, mais qui est-ce qui décidait de l'itinéraire? Comment vous jouiez ça à pile ou face? Comment ça se faisait le choix? Il faut bien choisir quand même la route. L'itinéraire, on le faisait plutôt tous les deux. C'est-à-dire Dominique et toi. Oui, on assemblait nos idées, on lisait dans les guides touristiques et on assemblait nos idées et on finissait par faire un itinéraire qu'on ne respectait pas toujours, pratiquement jamais. Et on finissait toujours par prendre une autre route. Mais à la base, l'itinéraire, ouais, on étalait la carte sur la table et puis on regardait où on pouvait aller en fouillant dans le guide, voir si c'était intéressant ou pas. Et puis on se faisait un itinéraire comme ça. On allait ailleurs. Et on allait ailleurs. Non, mais on avait quand même discuté en famille des gros points qu'on voulait voir. C'est ça la liberté du voyage, que de pouvoir à chaque moment prendre la route à droite ou à gauche en improvisant. Justement, c'est le côté génial d'être avec un véhicule, alors que encore plus génial quand ce véhicule est tout-terrain, parce que non seulement tu peux changer la route, mais tu quittes la route. C'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois. C'est-à-dire on quitte la route et on prend des chemins où on roule sur la plage, où on quitte non seulement l'itinéraire, mais on prend les chemins de traverse. Est-ce qu'il y a dans ce bonheur de découvrir une place pour de l'anxiété à propos de la sécurité, à propos du camion, des pannes éventuelles? Quand on part avec soi-même. Donc après, ça dépend de la nature de la personne. Mais c'est vrai qu'on part tel qu'on est. On a beau être en voyage, il y a des angoissés, il y a des personnes moins angoissées, etc. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on fasse partie des angoissés du tout. Des inconscients non plus. Mais bon, c'est vrai que quand tu es en famille, c'est différent quand tu es tout seul. Alors, il y a une part de sécurité, tu es obligé d'y penser, parce que tu es comme, malgré tout, dans des pays où tu ne connais pas et des lieux où tu ne peux jamais… il y a des fois aussi, la sécurité, eh bien, elle est précaire. Il y a d'autres fois, de toute façon, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. L'idée, c'est de s'inquiéter le moins possible, mais d'être donc serein tout en gardant les oreilles et les yeux ouverts, c'est-à-dire sensible à ton environnement, comme sensible à ton camion, c'est-à-dire essayer de garder, parce que lui, il est important aussi, hein, c'est-à-dire qu'il peut te lâcher à tout moment, donc savoir s'il y a des bruits qui ne vont pas, bon, il y a plein de trucs qu'on répare constamment ou qu'on fixe, hein, ça fait partie du voyage, tu es toujours en train de bricoler à droite et à gauche, et donc la peur, en fin de compte, si tu es dans l'action, elle n'a pas trop le temps de s'installer, dans le sens où si tu anticipes des galères, oui, et puis tu vas non seulement tu as toutes les chances de te les créer. Par contre, si tu es juste, je ne sais pas si j'ai réussi à tous les coups, et ce que pensait Céline, il faudrait demander à chacun. Louis pensait peut-être, est-ce que je vais manger à midi? Est-ce que je vais avoir ma part de dessert ou pas? Céline, elle était à fond sur le crochet, donc elle avait ses angoisses parce qu'elle était tout le temps, et Camille aussi, ils étaient tout le temps en train de bricoler en voyageant. Mais bon, voilà, une certaine responsabilité, oui. C'est sûr que tu as les pieds sur terre. Tu dois garder les pieds sur terre parce que tu es toujours en train d'apprendre quelque chose dont tu ne sais pas trop. Il y a des choses qu'on devait anticiper aussi, savoir si on avait toujours de l'eau, toujours du fuel, faire les courses assez régulièrement, des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est plus vous qui s'en occupez, mais on devait toujours anticiper qu'il nous reste toujours de l'eau, des trucs comme ça. J'ai l'impression que quand on improvise comme ça, quand on part en voyage, on évacue les frustrations liées au fait qu'on se donne des objectifs, par exemple de vitesse, d'efficacité. Et là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus disponible à ce que vous vivez, tout en étant juste prudent, de façon à protéger la famille et le camion. Après, c'est une question de philosophie. Il n'y a pas de manière juste de voyager parce que c'est vrai, tu prends chaque voyageur, l'appréhendra d'une façon différente. On a rencontré des voyageurs, beaucoup ont un plan. Ils ont un itinéraire qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent voir et qu'ils ont un temps compté. Nous, on avait juste un budget compté, c'est tout. On sait qu'après, il n'y a plus de sous. C'est vrai que nous, on n'a pas de sponsor, on n'avait pas décidé d'écrire un livre, de dire j'ai vu ci, j'ai vu ça. Si on voyait une plage pendant 6 mois et qu'on était bien sur cette plage, on était bien sur cette plage. On n'avait pas de compte à rendre à personne, on n'avait pas à accomplir un exploit. On avait juste
à sentir, à être bien. Quelle a été dans ce voyage la première grande belle surprise pour chacun de vous deux? Ah. La grande surprise, enfin, je veux dire, ça a dépassé nos attentes. C'est un sentiment génial de t'arrêter absolument où tu veux, dans des paysages. On dit ici c'est chouette, on se pose, et d'être les rois du monde dans un endroit, c'est-à-dire d'avoir l'impression de ton salon se trouve dans le plus bel endroit que tu puisses imaginer. Et pour toi, Camille, la première grande surprise de ce voyage, ça a été quoi? Un peu pareil, être libre et puis pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière chaque virage et découvrir un continent comme ça, complètement magique et on découvre les cultures, les coutumes de la population de chaque pays, qui est différente à chaque pays d'ailleurs, et vivre comme ça, libre de faire ce qu'on a envie en fait. Est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres voyageurs, avec des locaux? Comment ça s'est passé, les contacts? Disons que nous, on était souvent dans des endroits perdus. On se planquait un peu, mais ça, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on faisait déjà en France. Dès qu'on crapahute, on fréquente pas les campings ni tout ça, on crapahute dans un bois, dans quelque chose, et on se planque en pleine nature. Parce que, voilà, on adore ça. De nouveau, ce sentiment d'être dans des endroits de dingue et puis tu te poses, voilà, tu es là. En même temps, tu n'as pas cette obligation de devoir rentrer le soir ou quoi que ce soit. Tu te réveilles le matin, tu es toujours dans un environnement complètement dingue. Tu as les bruits, les odeurs, voilà. Oui, après, on ne tisse pas forcément des liens avec tout le monde, mais on a toujours eu des contacts de gens qu'on a croisés et tout. Et c'est vrai que nous, on adorait le sentiment de se sentir être seul au monde et puis entouré par la nature avec personne. On adorait ça. Donc c'est vrai, on a peut-être fait moins de rencontres que d'autres voyageurs, mais on en a fait quand même. C'était génial. Ouais. Et c'est génial parce que même si elles ne durent pas, de nouveau, les rencontres, tu passes 2-3 jours avec quelqu'un, voilà, c'est vrai qu'on reste en lien avec des personnes, d'ailleurs, qui y sont encore, qui ne sont pas rentrées. Et ça c'est évidemment une part du voyage complètement géniale, même si on n'y va pas pour ça. Comment est-ce que vous étiez perçu avec votre joli camion rouge de pompiers? Comment est-ce que vous étiez perçu par les locaux? Vachement bien, on doit dire, parce que d'abord, c'est un vieux camion, qui est d'abord un camion qui est très connu en Amérique du Sud, parce que c'est un camion, le Mercedes 1113, c'est le vieux véhicule commun, le vieux camion que tu vois partout. Pour eux, l'idée de ce camion qui était très familier à leurs yeux, ils voyaient les 2 pimpons de pompiers qu'on avait gardés, donc ils se demandaient un peu, mais ils savaient que c'était un camion aménagé. Je pense qu'ils nous prenaient un peu pour des hippies en vadrouille. Ils ne savaient pas d'où on venait, donc ils nous demandaient toujours d'où on venait. Ils imaginaient qu'on venait du Brésil, beaucoup. Et toujours très chaleureux et beaucoup de compliments sur le camion. Tout le monde a accroché devant Babou et c'est vrai qu'à chaque fois, les locaux, ils étaient toujours bienveillants avec nous. Ils nous accueillaient avec amour et ils étaient contents qu'on visite leur pays et ils aimaient partager leur savoir et leur connaissance et tout ça. Et est-ce que vous leur avez fait visiter votre chez vous? Ah oui, toujours. Toujours, il y a, bien sûr, à toutes sortes de personnes, quand on s'arrête, que ce soit dans un village ou des personnes qui viennent nous voir. Oui, oui, bien sûr, c'est indispensable parce que, et puis bon, des 2 parties, parce que nous, on aimait parler du camion et que eux étaient très intéressés de voir comment on avait aménagé, comment on vivait, est-ce qu'on avait des toilettes, voilà, on était une famille qui vivait là-dedans, voilà. Les locaux, ils étaient très curieux, ils nous posaient plein de questions et c'était drôle. On voulait un peu tout savoir. Alors, on va continuer sur la route, mais juste pour avoir comment dire, des images de ce qui vous a vraiment ravi, de ce que vous avez vraiment aimé. Vous avez traversé tout ou partie de l'Uruguay, du Brésil, du Chili, du Paraguay, de la Bolivie, du Pérou. Est-ce que vous avez chacun un ou 2 souvenirs qui sont pour vous très forts? Alors, l'Uruguay, c'est un pays à part en Amérique du Sud, qui était facile pour justement commencer le voyage parce que c'est un petit pays, mais il y a plein d'endroits très, très sympas. Et pour s'acclimater, c'est l'endroit idéal pour nous, pour commencer ce voyage. On a commencé ce voyage en se posant
Et donc, on s'est posé, on devait se poser 2-3 jours, on n'avait de nouveau pas trop de plans. Et en fin de compte, on a pris plaisir à traîner dans des endroits très sympas, des endroits, on était en plus à une super période, c'était pas prémédité, des endroits comme Cabo Polonio, Santa Teresa. Et toi, Camille, l'Uruguay, ton plus fort souvenir de l'Uruguay? Je pense quand on a découvert les otaries, on a vu une colonie d'otaries à Cabo Polonio. Ah, elles étaient vraiment chouettes. Et après, toutes les glaces qu'on a mangées, je me rappelle, c'était vraiment bon. Ils avaient été vraiment des trop bonnes glaces en Uruguay. Partout, hein. Après, vous partez au Brésil. Oui, on a eu du mal à quitter l'Uruguay, mais il fallait quand même. On dit on n'avait pas prémédité, mais on se rendait compte que si on se laissait aller, on serait resté. On serait resté 1 an, 2 ans. L'esprit nous convenait tellement bien. Ouais, on était tellement bien qu'on aurait pu rester à se balader autour. On commençait à se faire une vie, voilà. Donc on est monté vers le Brésil. Au début, on était sur des plages vers Rio Grande, tout ça, des très belles plages où il n'y a personne. Tu peux rouler d'ailleurs 200 km sur la plage. Et plus tu montes, c'est vrai, vers le Brésil, plus ça devient habité. Et nous, on s'est trouvé un peu dans une situation où on était en quête quand même de grands espaces, de nature. Et là, il y avait beaucoup de monde. Le Brésil, à cette époque-là, c'est l'été, c'est le mois d'août sur la Côte d'Azur presque. Donc, on a décidé de faire demi-tour. Et on est de là, on a retraversé l'Uruguay. Ouais, par les terres. Voilà, on s'est perdu dans les terres en Uruguay. On a vraiment bien aimé. Et de là, on s'est dirigé donc en Argentine. On a traversé l'Uruguay, on s'est dirigé en Argentine dans l'idée d'aller tout au sud de l'Argentine. Ton plus fort souvenir de l'Argentine, ce serait quoi? Ça serait Dollar Grande, c'est-à-dire ces déserts en haute altitude où on est allé se perdre. C'est des images, en fin de compte. Les noms, en fin de compte, il y a peu de noms puisqu'on a roulé pendant des jours, des kilomètres, où on allait très lentement dans des endroits où il n'y avait pas de nom. C'est-à-dire, il n'y avait pas de village, il n'y avait rien. Le dernier village, on le laissait, on prenait de quoi manger. Et après, on se perdait sur des pistes. Vraiment l'idée d'aller voir. Et on passait plusieurs jours. Et ça, ces paysages en haute altitude sont magnifiques et sont incroyables. Incroyables. Tu dis on se perdait sur les chemins, sur les pistes. J'imagine que ça doit aussi correspondre à une espèce de décrochage à l'intérieur de soi par rapport à la vie d'avant. Quand est-ce que tu as eu l'impression de décrocher par rapport à la vie d'avant, de la vie européenne, la vie française? Oui, c'est dans ces grands espaces. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'aime tant l'Amérique du Sud. Tu te retrouves au milieu de nulle part. Des fois, ça peut être angoissant parce que tu sais que si tu as un problème avec ton camion ou tu as un problème de santé ou un enfant se fait mal, c'est très, 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 très embêtant. Donc, ça peut refroidir certains, mais en tout cas, c'est le prix à payer pour voir des choses et ressentir des choses que tu peux nulle part ailleurs. Ce qui me vient tout de suite, c'est que on vous imagine tous les quatre dans votre camion, dans des espaces gigantesques, immenses. Est-ce qu'on n'a pas parfois envie d'un peu de solitude, chacun, alors que vous êtes tout le temps en train de partager des choses en commun? Enfin, moi, je le ressentais pas comme ça. Non, on aimait bien tout partager ensemble et être ensemble et puis profiter ensemble. Oui, c'est vrai que tu deviens un, en fin de compte. Quelque part, la notion d'individu, là, est moins… il y a une énergie globale. D'ailleurs, si quelqu'un part en vrille, pardonne-moi l'expression, c'est vrai que ça emmène un peu tout le monde. Bon, moi, le matin, j'aimais bien faire voilà, je fais mon yoga, ma méditation. C'était mon moment à moi. Céline, elle crochetait, donc c'est sa méditation, etc. Les gosses… mais on est dans une énergie commune. Si quelque chose ne va pas, ou eh bien, tout le monde se retrouve plus ou moins embringué dans le même bateau. Là, oui. Dominique, tu n'as pas terminé ta phrase, tu disais les gosses, qu'est-ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs moments chacun? Donc les gosses dans leur jeu. Camille, elle était assez dans le bricolage avec Céline. D'ailleurs, dans le bricolage, parce qu'ils n'ont pas arrêté de créer des trucs. C'est qu'en fin de compte,
les filles n'ont pas arrêté, et à tel point qu'ils se sont retrouvés avec je ne sais combien de créations qu'elles vendaient sur Internet. Et Louis, ben, il était dans ses jeux, dans son monde. Voilà, donc ça, c'était les moments où chacun à nous. C'est-à-dire, on se retrouvait dans un endroit. Moi, je bricolais le camion, ou j'avais toujours des trucs à bricoler, ou bref. Enfin, on ne décidait pas qu'est-ce qu'on va faire. Chacun retournait dans ses occupations. Ouais. On était très occupés. C'est ce que j'allais te demander, Camille. Avec ta maman, avec Céline, vous avez été toutes les deux très créatives. Vous avez fait des habits, vous avez fait des sacs en crochet. Raconte-moi qui faisait quoi et puis de quoi il s'agissait exactement. Alors, qui faisait quoi? On faisait un peu chacun notre truc de notre côté, mais en même temps, on était ensemble. Enfin, on faisait chacun de notre création de notre côté, mais on partageait ce que faisait l'autre. On n'arrêtait pas de regarder ce que faisait l'autre et on partageait cette création ensemble et on se donnait des conseils et tout ça. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le crochet? Le crochet, c'est semblable au tricot. Tu travailles la laine et en fait, c'est un système où tu fais des nœuds avec un outil et où tu fais des nœuds et tu les assembles à différents points. C'était comme le tricot, c'est sur la même base du tricot, sauf que le rendu est différent et puis la manière de faire est différente. J'achetais de la laine, elles passaient leur temps à courir après les lamas. Non, non, tu dis n'importe quoi. Non, ouais. C'est chaque fois qu'on allait dans une ville, des petites villes qu'on allait quelque part, la première chose, on n'allait pas acheter de la nourriture, c'était trouver de la laine. On avait besoin de notre stock de laine pour Ouais. quand on se trouvait paumé au milieu de la nature. On passait des heures dans les merceries à choisir notre laine pour notre prochaine création. Et ces habits, c'est ça que vous les vendiez sur Internet? Raconte-moi. Oui, au début, on n'avait pas prévu ça, mais on faisait. Au bout d'un moment, on arrivait avec un stock, on s'est dit, on peut plus faire. Et on a commencé à trouver une solution pour écouler un peu le stock. Et, Et pour faire un petit peu d'argent aussi. C'était pas le but, mais oui. Si, c'était aussi l'idée. Oui. Je reviens à la cabine de Babou, du camion sur la route. Vous êtes en train de rouler. Est-ce que vous aviez envie d'écouter la radio pour savoir ce qui se passait dans le monde? La radio, on l'écoutait absolument jamais. Bon, d'abord, il n'y avait pas d'Internet, il n'y a rien où on se trouve, donc il n'y a pas accès à quoi que ce soit. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'ondes radio. Et non, on lisait un peu les journaux locaux pour des histoires de sécurité, s'il pouvait y avoir des problèmes politiques, s'il y avait des problèmes aussi des fois de glissement de terrain ou de tremblement de terre, de tsunami, il peut y avoir plein de trucs suivant où tu te trouves. Donc, on se tenait au courant. Mais autrement, totalement décroché du monde de ce qui s'y passait. En parlant de lecture, Camille et Louis, est-ce que vous avez complètement abandonné l'école? Comment ça s'est passé? Pour l'école, il y a eu Louis et moi, on est passé par deux moyens différents, je veux dire. Moi, j'étais inscrite au CNED par correspondance. Et donc, je suivais les cours comme ça. J'avais les évaluations qu'on devait rendre pas en temps réel, mais le plus vite possible dès qu'on avait fini le chapitre et tout ça. Et Louis, c'était un peu complètement différent. Il n'était pas inscrit dans un établissement comme ça par correspondance. Avant de partir, on a demandé à sa maîtresse les manuels qu'ils allaient utiliser pour l'année prochaine. On les a commandés en librairie et il a fait avec ça. Et on lui posait des questions des fois sur ce qu'il avait appris et tout ça. Et puis, il se débrouillait comme ça. Et puis, il a fait 2 ans par ses propres moyens, on va dire, juste avec le bouquin. Par ses propres moyens. Non, mais juste avec ses bouquins. Si, Céline, entend ça, si maman entend ça, par ses propres moyens. Non, mais c'est Céline qui de faisait les lui-même. cours. Non, il y a beaucoup de temps passé pour l'école. Beaucoup de temps passé pour l'école. Mais plus pour moi que pour Louis. Oui, ça fait partie du voyage, ça c'est sûr. Mais oui, ça c'est obligatoire. On s'y collait, les enfants, quand on arrêtait pendant 3, 4, 5 jours, des fois, c'était un peu plus difficile parce qu'ils n'avaient pas envie de s'y remettre. Donc des fois, c'était un peu la guéguerre. Camille, il fallait des fois se fâcher parce qu'elle n'avait pas du tout. Et puis, tu n'es pas le professeur. Enfin, tu es le professeur, mais tu n'as pas quelque part l'autorité du professeur. Toi, tu es les parents, ils te disent « Oh, tu m'enquiquines, en gros. » Ça fait partie du voyage à fond. Ouais.
pour moi, je ne voyais pas l'intérêt de travailler alors qu'on était dans un paysage aussi magnifique qu'on pouvait découvrir. Alors que maintenant, avec le recul, je me suis dit que c'était nécessaire et que c'est bien qu'on l'ait fait. Alors, je reviens dans la cabine du camion, vous vous arrêtez. Racontez-moi qui fait la cuisine et puis qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors, la cuisine, c'est maman et moi qu'on la faisait principalement. Et sinon, le midi, on mangeait souvent local parce que la vie était pas chère et on se trouvait des petits trucs à grignoter pas cher. Quoi, par exemple, de local? Des empanadas, c'est des chaussons fourrés au fromage, comme des chaussons aux pommes, mais salés, fourrés au fromage. Et on mangeait principalement ça, de local. Le bon, les légumes, évidemment. Oui, mais après, ça, on les cuisinait, mais je veux Oui. dire, local. Oui, de tout fait, oui. Bon, on consomme pas de viande, donc on achetait beaucoup de légumes locaux. Mais quand on était sur les côtes, on prenait le plaisir de se manger du poisson. Ouais. Camille, il paraît que tu réussis bien le gâteau aux noix. Ouais, c'était une de mes spécialités pendant le voyage, que j'ai arrêté maintenant parce que j'ai plus tous les ingrédients nécessaires. Je faisais une pâte brisée, je mettais du dulce de leche au fond avec des noix et on se régalait. Le matin, on devait faire 2 fois plus de footing pour rattraper les calories, mais on se régalait quand même. On a mangé très, très bien. Et depuis, ils n'arrêtent pas De prendre des kilos. Ouais, à cause de moi, parce que je fais des tellement bons gâteaux qu'ils grossissent. Est-ce qu'il y a eu des soucis matériels avec le camion? Vous êtes embourbé, vous avez eu des problèmes mécaniques. Comment ça s'est passé? On a eu beaucoup de chance. Bon, on s'est embourbé au Brésil parce que le camion avait un problème de différentiel, c'est-à-dire au niveau le 4x4, bref. Et donc, on s'est embourbé 2 fois et on a eu un peu peur parce qu'on était tout près de la mer et que de nouveau, c'est des kilomètres et des kilomètres de plage sans personne. Et si la mer monte, parce qu'après, il y a la marée, quand la mer monte, on s'est embourbé une première fois le 24 décembre, je crois, et on a réussi à s'en sortir avec l'aide de locaux. On est reparti très confiant le lendemain, toujours dans la direction du No Man's Land, c'est-à-dire 200 bornes de plage sans personne. Et on s'est rembourbé, mais cette fois encore plus grave. Et puis parce qu'il y avait des congères de sable, c'était très, très difficile. Et j'ai essayé d'échapper à ces sables qui on s'enfonçait pour aller vers le sable dur en bord de mer. Tu as un sable dur, c'est-à-dire au niveau de la plage. Hein. Eh bien, en y allant, on s'est enfoncé et on s'est retrouvé dans une situation assez compliquée où on était trop près de la mer pour ne pas pouvoir passer la nuit. C'est-à-dire qu'on se serait retrouvé avec alors là, c'est vraiment pas terrible du tout parce que la mer montante, tu te retrouves avec ton camion qui s'enfonce et le camion dans l'eau. Donc là, oui, c'était pas terrible, mais c'était, voilà, il y a eu ce problème de différentiel. Après, on a eu un problème avec le moteur on a eu un problème au Chili. On a eu beaucoup de chance parce que l'avantage avec ce camion, c'est un camion qui est très connu en Amérique du Sud, où qu'ils ont continué de fabriquer sous licence allemande, hein, Mercedes, pendant des années. Et donc, on trouve des pièces très facilement. Donc, on avait cassé le turbo. Au Chili, à Temuco, on a réussi à le faire réparer. En règle générale, on a eu des soucis, évidemment. Tu as toujours des soucis dans l'aménagement. Tu es toujours plus ou moins en train de bricoler quelque chose. De gros pépins en termes mécaniques, non. Des peurs et des soucis, ouais, beaucoup, parce qu'on allait sur des routes ou dans des endroits où tu te fais très peur, évidemment. Du genre? Moi, je me rappelle une nuit au Brésil où il y avait un petit lac et on est descendu se mettre sur la plage du lac et on voulait y passer la nuit. Il y avait des tentes autour de nous. On mangeait, on a passé le repas et après, Dom, il a commencé à avoir des éclairs dans le ciel. Et donc, il est sorti sur le toit, filmer les éclairs. Et il a vu la caméra tourner en 360 sur elle-même. Et on a tout reballé. Et il y avait une tempête, mais dingue. Le temps tourne très vite. C'est-à-dire qu'on a vu tout le monde partir, grimper dans la voiture en laissant toutes les tentes et grimper vers la colline très vite. Et nous, on avait la tente de toit sortie. Je n'ai pas réussi à la renfoncer. Il y avait tellement… Le temps a tourné à une vitesse pas possible. On était au cœur d'un espèce d'ouragan et l'eau a commencé à venir en dessous du camion, à monter.
On a eu juste le temps de sauver. Mais bon, oui, c'est Bon, bah, c'est quand même un épisode. Mais on s'est fait plus peur. J'ai dit à tout le monde, on remballe tout. On s'apprêtait à manger ou oui, on s'apprêtait à manger. On remballe tout. On n'a pas le temps de plier les casseroles, etc. Je savais même pas ce qu'il y avait autour du camion. J'ai démarré le camion et on est parti comme ça avec la tente de toit ouvert, avec l'échelle qui est restée par terre. Et j'ai eu très peur au départ parce que je m'embourbais et j'ai eu peur de rester coincé avec l'eau qui montait. Oui, parce que les pneus, ils étaient déjà à quelques centimètres sous l'eau. On ne savait pas du tout où on était. Il faut aussi dire ça, c'est que quand même, c'est plus violent. La nature est un peu plus… elle te chahute méchamment. Tu sais que tu n'as pas d'infrastructure là-bas et que tu peux te retrouver d'un moment à l'autre dans un endroit qui peut être assez dangereux. Même au niveau des locaux, tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc, il faut un petit peu sentir ça. Justement, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez fait des mauvaises rencontres? Mauvaise, non, qui aurait pu tourner mauvaise. Oui. Mais heureusement, à chaque fois, ça s'est bien terminé. On n'a pas eu de gros soucis. C'était au Paraguay surtout. Enfin, moi, ce que je me rappelle, mauvaise rencontre qu'on a fait, où on s'est posé la nuit était tombée, on s'est posé dans un endroit et puis tout à coup, vers 10h le soir, alors qu'on profitait, il faisait chaud, on profitait dehors, tout à coup, vers 10h le soir, il y avait des dizaines de personnes qui sont venues, munies de pistolets, d'armes. Et ils sont venus nous demandant ce qu'on faisait là et ils voulaient qu'on parte, alors que nous, ils étaient déjà nuits, on était déjà installés, Louis il dormait, moi je m'apprêtais à aller au lit. Ils voulaient qu'on bouge et l'atout qu'on a, c'est que Tom parle super bien l'espagnol, donc il a réussi à expliquer et tout ça et on a réussi à… Désamorcer. Ouais. Et en fin de compte, c'est spécial aussi dans ces pays, le Paraguay spécialement, l'Argentine aussi, le Bolivie, c'est pour une autre raison, c'était pour la coca, mais là, le Paraguay, c'était pour une question de terre, c'est-à-dire qu'ils se disputent les terres. Aussi, à savoir que si tu squattes un endroit, tu restes quelques jours dans un endroit, tu peux quelque part réclamer comme un droit de propriété. Un droit de propriété, enfin, c'est vague, mais c'est dans la culture. Donc, quand ils te voient arriver, toi, comme ça, nous, on était planqués, c'est-à-dire on avait roulé sur des rochers, dans des endroits qui n'étaient vraiment pas très sûrs, on fermait tout et on s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas de lumière. C'est-à-dire qu'on ne nous voit pas, pour ne pas attirer le regard, parce que même à des kilomètres, on te voit et ça peut attirer les ennuis. Là, ce soir-là, on se sentait totalement en sécurité, comme quoi on peut se tromper aussi. Voilà, on avait tout laissé ouvert, il faisait chaud, on était là comme ça. C'était 11h le soir, 11h30, on était prêt à aller se coucher. Donc voilà, il a fallu discuter, expliquer parce qu'il nous disait qu'il fallait demander l'autorisation. Nous, on est venus en pleine nuit. C'est quelque chose aussi à ne pas faire. Donc ça, c'est aussi des imprudences qu'on ne faisait plus. Mais il y a des fois, tu te retrouves pour XX raisons à rouler encore à des heures où tu ne vois rien, on était sur des pistes. Et il y a un moment donné, tu dois t'arrêter parce que les pistes sont dangereuses. Justement, là où on s'est arrêté, on ne savait pas si on pouvait continuer encore en camion. On s'est retrouvé un petit peu coincé. Il a fallu qu'on s'arrête. On s'est arrêté là. Voilà. Donc, j'expliquais tout ça. C'était juste une histoire de discussion et de rassurer en disant que nous ne sommes pas là pour rester. Nous sommes de passage. Il y a des fois, voilà, aussi, on inquiétait les gens autour parce que qu'est-ce qu'ils font là? Donc, il y en a qui appelaient la police. On s'est fait en pleine nuit visiter par la police qui nous demandait d'expliquer ce qu'on faisait là. Voilà, il faut rassurer en fin de compte. Qu'est-ce que tu réponds quand la police te demande « mais qu'est-ce que vous faites là ?» C'est de dire qu'on nous sommes une famille. Donc, il faut rassurer dans tous les sens du terme. Que donc, s'il y a une femme, des enfants, déjà, ça va beaucoup mieux. Parce qu'ils ils te parlent de bandits, ils te parlent de Brésiliens, chaque endroit ont leur propre peur. Le fait que tu dises que tu es français, étranger, déjà c'est bien. Parce que sur notre plaque, rien n'était indiqué. Donc, on pouvait être des bandits, il y a des trafiquants de drogue, il y a toutes sortes de possibilités où il faut rassurer en disant on vient pas, on n'est pas des trafiquants, on est une famille. Ça, c'est la première chose, ça rassure énormément.
Souvent, c'est vrai qu'il a fallu que je demande à Céline, aux enfants de sortir, je les montre, parce que moi, tout seul dehors, ça ne suffisait pas. Donc, j'expliquais, mais en même temps, je disais, calmez-vous, attendez une seconde, je vais vous montrer les enfants, la famille. Et souvent, ça s'arrêtait là. Il fallait qu'on explique aussi qu'on était des touristes et qu'on voulait juste visiter le pays. Alors, on est en train de parler d'un voyage qui a commencé en décembre 2018. Camille, parle-moi de ce qui se passe à partir de mars 2020. Il n'y a pas seulement dans le monde entier la Covid-19 qui s'invite dans nos vies. Tu as vécu une expérience très particulière qui a changé votre voyage. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, ça a commencé pas tout à fait en mars, un peu un mois en février. On était en Bolivie. Ça a commencé à La Paz. La Paz est une ville en altitude, à plus de 4000, et on n'arrêtait pas de marcher. Et moi, je me sentais fatiguée, épuisée, j'avais plus de souffle. Donc, on a décidé d'aller faire une prise de sang dans un hôpital. Et l'hôpital m'a diagnostiqué une anémie sévère. Donc, j'ai pris un traitement de fer. On est passé au Pérou en se disant que ça va passer, c'est juste le fer, on continue le traitement. On pensait que c'était l'altitude, le fait d'être à 4000, que ça donnait le tournis, ça donnait on était essoufflé et tout ça. Donc, au début, on ne s'est pas plus inquiété que ça. Après, on a diagnostiqué l'anémie sévère, mais on a pensé qu'en redescendant à Arequipa, où c'était moins d'altitude et au bord de l'océan, on a pensé que ça allait passer, mais en fait, pas du tout. Plus on descendait d'altitude, plus mon état se dégradait. Et arrivé à Arequipa, on a fait plusieurs examens pour finir dans l'hôpital public où on a eu du mal. On est passé plusieurs heures la nuit aux urgences. On avait beaucoup de mal et j'avais froid, je tremblais. Et Bon, avant, il y avait une semaine, on a passé une semaine, on a fait des examens sanguins, de nouveaux examens, on s'apercevait que les plaquettes, tout baissait à une vitesse importante. On a vu plusieurs fois des médecins qui s'alertaient, mais peut-être pas assez, jusqu'à ce qu'on trouve un hématologue qui nous a dit votre fille, donc il lui faut absolument une transfusion, sinon vous allez la perdre. Donc on était à ce stade-là. Camille était en train de partir. Donc on s'est retrouvé dans cet hôpital dans une situation désespérée au milieu de je ne sais pas combien de cinquantaines de personnes qui se battaient littéralement. Enfin, on ne se battait pas, mais on se poussait pour essayer d'avoir accès à une porte qui te dise « je prends votre nom et on s'occupera de vous », peu importe l'heure de la nuit. Mais on n'arrivait même pas à avoir ça, en fin de compte. On était sur des chaises en se disant « pas le temps », et pas de porte s'ouvrait parce qu'il y avait des gens qui étaient bien avant nous avec des queues interminables. Et on a eu la chance, en fin de compte, d'avoir un médecin qui relevait l'équipe, qui est passé dans le couloir, qui a vu Camille. On avait réussi à obtenir une chaise roulante et puis des couvertures. Elle grelottait, elle était carrément très, très mal. Et il a vu Camille comme ça et il a pensé qu'elle avait le coronavirus, en fin de compte. Et ça venait d'arriver quelque part au Pérou. L'hôpital n'avait pas de cas. Il s'est dit, peut-être c'est le premier cas de coronavirus. En tout cas, il s'est adressé à nous et il nous a posé la question. Et c'est vrai que moi, j'ai laissé un peu planer le doute aussi pour qu'elle ait accès à un médecin. Et là, ils ont été d'accord parce qu'on a donné les garanties qu'on allait payer. On a trouvé du sang et dans la nuit, dans le couloir sur sa chaise roulante, grelottante, elle a eu une transfusion avec les sangs tout autour pour, en fin de compte, cette transfusion qui l'a sauvée certainement cette nuit-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je suis restée une semaine hospitalisée dans cet hôpital. Après, l'assurance a programmé un rapatriement. Maman et moi, on a pris l'avion, un petit avion sanitaire avec un brancard et tout. Et on est rentré sur Toulouse. L'hôpital des enfants à Toulouse m'a prise en charge. De là, ils ont diagnostiqué une leucémie. Et donc, après, on a commencé le traitement. Et le traitement suit son cours aujourd'hui. Évidemment, le voyage s'est brutalement arrêté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est terminé ou que vous êtes simplement dans une étape complètement imprévue de ce voyage qui pourra peut-être repartir, continuer un petit peu plus tard? Pour moi, le voyage n'est pas arrêté, il est juste en stand-by.
Et dès que mon état sera OK pour qu'on puisse continuer, j'espère qu'on continuera. Oui, on est dans cet état d'esprit. Dès que le traitement intensif de Camille elle est déjà plus dans une phase intensive maintenant, on commence à avoir des plages de temps où on pourrait faire des petites balades de semaines comme ça. Donc, on peut envisager de recommencer à se balader comme on le faisait avant. Si on rapatrie le camion, on pourrait se permettre de faire voir Afrique du Nord, voir… Vas-y. tout est possible. Quel est pour chacun votre plus fort souvenir de ce grand voyage en Amérique du Sud? Pour moi, mon plus grand fort souvenir, il y en a plusieurs. Mais celui qui m'a plus ému, je veux dire, c'est Disco. Quand on a trouvé ce petit chiot et moi, je suis tombée amoureuse de lui. Et maintenant, c'est un membre de la famille. Vraiment, ce temps qu'on a passé avec Disco, là, on était la famille au complet, on pourrait dire. Il nous manquait ce chien. Moi, c'est la cordillère, les altitudes, ces déserts au-dessus de 4500 mètres et ces immensités. Voilà, ça m'habite. J'aimerais pouvoir y avoir accès plus, si tu veux. Et en même temps, ce qui rend l'endroit magique, c'est que c'est très difficile d'accès. Voilà, ce serait ça. C'est de se dire, et c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore, à l'heure du tourisme de masse, il y a encore possibilité de trouver des grands espaces, de vivre des expériences, des aventures, mais dans le sens des moments magiques en famille. On espère les revivre, on va les revivre autrement ailleurs. Dernière étape de l'interview, je vais sortir de la pièce où je me trouve et s'il vous plaît, prenez le temps chacun pour ajouter ce que vous voulez à cette interview. Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter? On a envie d'ajouter eh bien qu'on remercie toutes les personnes bienveillantes qu'on a rencontrées dans notre voyage. Et Dieu sait s'il y en a eu, à tel point que voilà, c'est ce qui reste dans nos souvenirs. On a eu quelques mauvais souvenirs, mais tellement de personnes bienveillantes, tellement de rencontres qui ont été bienveillants, qui nous ont aidés. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire et c'est aussi une très bonne nouvelle de savoir que le monde est quand même en grande partie, en majeure partie, bienveillant. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a faite. Moi, j'ajouterais que je suis hyper reconnaissante, peut-être pas suffisamment, de la chance que j'ai eue de pouvoir participer à cette expérience. C'est vraiment des souvenirs inoubliables qui resteront gravés dans les mémoires de tous. J'espère qu'on pourra continuer et visiter plein d'autres endroits super magnifiques. Merci Dominique et Camille d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits et de tout cœur, bon rétablissement Camille. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou Google Podcasts. Merci, c'était Philippe Ingard. À bientôt.